J'appelle donc pour commencer Monsieur Cyril Charbonneau, chargé d'enseignement aux universités Paris 1 et Paris 5 et consultant en droit de la construction. Bonjour. Alors, c'est un sujet un peu particulier. Alors, les avocats ne sont pas bienvenus, mais donc je suis aussi avocat. C'est pour ça que j'ai une toute petite légitimité pour vous parler du sujet qui va nous occuper. Donc j'ai 30 minutes, c'est ça? Je regarde. Oui. J'ai 35 officiellement, mais comme ça je ne la gratte. Bon, je mets un chrono, comme ça. C'est parti. Je ne mangerai pas la feuille. Alors, c'est un sujet qui est sympa, puisque on va parler du vivre ensemble, et c'est quand même vachement important, le vivre ensemble. L'idée du sujet, c'est d'avoir un regard, alors c'est le mien, hein, évidemment, c'est comment on peut travailler ensemble en construction, parce que, évidemment, la construction, c'est une affaire collective, et c'est un peu le point de départ de cette logique-là. Construire, c'est ensemble, et gérer un sinistre, c'est aussi ensemble. Et ensemble, il y a nous. On l'a vu avec l'exposé de M. Viré aussi. Un sinistre, ça peut être extraordinairement important. Et tout le monde a sa part de choses à jouer avec une partition. Et c'est de cette partition-là dont on va parler. En introduction, je dirais que déjà, il y a deux sujets qui sont un peu distincts, mais qui se mêlent. C'est la frontière entre l'amiable et ce qu'on appelle le jude, ou le judiciaire. C'est une frontière qui a longtemps existé pour des raisons chronologiques et pour des raisons assez simples. L'avocat n'est pas présente en amiable, enfin n'était pas présente, puisque ça va être le sens pour partie de mon propos, n'était pas présente en amiable, et donc l'amiable était le temps des experts, dont vous faites partie, là où évidemment après, quand ça dérapait, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas à même de sortir le sujet avec intelligence, ça devenait du coup un contentieux judiciaire, et là évidemment, contentieux judiciaire oblige, monopole des avocats, l'avocat débarque. Comment gère-t-on cette succession d'événements? La première remarque, c'est que cette logique chronologique a disparu. Voilà. L'amiable, c'est presque précontentieux en réalité aujourd'hui qu'il se gère, puisque les enjeux financiers liés à la reconstruction sont tels qu'en réalité, quand ça coûte cher, on prépare déjà ses armes. Et puis, ce qui a fait longtemps le sel de l'organisation assurantielle, mais Michel en parlera beaucoup mieux, c'est-à-dire une espèce de confrérie dans laquelle à peu près tous les gestionnaires étaient issus du même creuset, ou presque, c'est en train de s'étioler, comme la société d'ailleurs dans son entier, et donc on est beaucoup moins à même de gérer avec intelligence, amiablement. Et donc de aimablement à amiablement à judiciarisation, il y a une nouvelle figure qui apparaît, c'est la position de technicien du droit, dont je suis, en amont de l'existence d'un contentieux. Et donc évidemment, il y a un double rapport à gérer, c'est gérer l'amiable et le judiciaire dans une logique d'échange. Ça va être la démonstration que je vais essayer de faire. Alors, trois ensembles d'observations peuvent être formalisés quand on traite du rapport entre l'avocat et l'expert. Mais toutes ces observations ont un creuset commun. Et c'est cette dernière idée qui marquera la fin de mon introduction. Ce creuset commun, c'est quoi? C'est que le droit est une science qui repose, je suis désolé, c'est un peu technique juridique, mais sur un syllogisme, autrement dit, sur la rencontre du fait et de la règle juridique. Autrement dit, la majeure, celle dont on est spécialiste, la règle de droit, elle est intimement liée au fait et à la solution du litige. Alors la solution du litige, elle peut être judiciaire, dans ce cas-là le magistrat intervient, mais elle peut être aussi tout à fait conventionnelle. Mais dans tous les cas, c'est bien un rapport du fait. Donc le fait, c'est quoi? C'est les infiltrations de façade, c'est l'effondrement d'un morceau d'une toiture célèbre, c'est un incendie, c'est une explosion, ça c'est le fait. Et après, pour que ce fait conduise à la solution, c'est-à-dire comment va-t-on réparer et qui va payer, parce que c'est quand même pour partie le sujet aussi, eh bien pour résoudre cette difficulté-là, il va falloir transformer le fait en une règle juridique. Et ça, c'est le travail des juristes. C'est la science juridique, c'est la capacité de transformer des choses tout à fait banales ou subjectives en des catégories génériques qu'on appelle des règles de droit. Un expert ne peut pas faire ce travail-là, et un juriste ne peut pas faire ce travail-là non plus. Qu'est-ce qui se passe alors? La seule façon de le faire bien, c'est de le faire à deux. Alors, démonstration. Première problématique, première approche, on va dire que c'est une approche un peu technique. Voilà.
Il faut parler de technique. La technique, c'est quoi? On va dire et on va dissocier deux grandes étapes de cette problématique-là, du rapport entre avocats et experts. On parle ici des experts amiables, hein, des experts des parties, pas des experts judiciaires. On pourrait là passer beaucoup plus que l'après-midi pour discuter des rapports avec les experts, qui sont complexes et délicats. Mais ce n'est pas le sujet. Là, c'est le sujet comment on prépare ensemble le travail pour aller voir les gens qui ont déjà décidé avant qu'on ait pu voir les désordres. Alors, le temps de l'expertise, puis le temps du procès. Il y a un des deux sujets, Charbonneau, ça sert à rien que tu le traites, nous on s'en fout. Temps du procès, que veux-tu dire? C'est la chose des avocats, des magistrats, et nous, on a autre chose à faire. Et alors je vais essayer de vous expliquer que je pense que ce temps-là est aussi révolu. Alors d'abord, le temps que l'on connaît bien, le temps de l'expertise. Donc l'expertise, c'est vraiment le moment où l'amiable a échoué, qu'un référé a été initié, soit par voie de requête, soit par voie d'assignation, c'est tout à fait égal, et qu'un expert judiciaire a été désigné. Et donc c'est là que commence à naître notre rencontre. Alors comment elle va naître et quels sont les enjeux de cette rencontre-là? Alors les enjeux pour moi, sur le plan du rapport, on peut les ramasser sur trois idées fondamentales. La première idée, c'est la problématique procédurale. Voilà. L'expertise, c'est un temps du procès. C'est un temps, une sorte de délégation du procès où le magistrat dit, ben voilà, ça sur ça, j'aimerais avoir des lumières d'un technicien. Donc le fait, parce qu'il n'a pas le droit de faire de droit, le fait va être appréhendé par quelqu'un qui va amener ces éclairages-là, c'est l'expert judiciaire. Évidemment, quand nous, on est saisi avec vous, l'objectif, c'est d'essayer de montrer à l'expert quelle est la réalité de ce contentieux-là. Évidemment, réalité qui peut être un peu plus favorable à la partie qu'on défend qu'un autre prisme de regard. L'expert judiciaire devant faire le tri là-dedans. Alors, cette approche procédurale, ça appelle l'idée quoi? Alors évidemment, là, le rôle majuscule est celui de l'avocat. Et c'est un truc qui est fondamental et que vous devez comprendre. Il n'y a pas de communication expertale biaisée. C'est impossible. Voilà. Le principe du contradictoire, c'est que tout doit passer dans un échange qui est formalisé par le truchement d'un avocat. C'est la tête de pont du respect du contradictoire. Alors c'est aussi un aspect tout à fait pratique, hein. C'est que globalement, il est impossible qu'il y ait deux sons pour une même défense. Ça ne veut pas dire que l'avocat a raison, hein, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, beaucoup d'avocats ne sont pas en capacité du tout de développer aucun argument en expertise. Moi, le premier, c'est trop compliqué, on a besoin de nos experts. Néanmoins, celui qui maîtrise la communication, c'est l'avocat. Et ça ne peut pas être l'expert de la partie. Ça ne peut pas être la partie elle-même non plus. Et toutes les fois qu'on déroge à cette règle fondamentale, c'est une catastrophe. Parce que, évidemment, des documents peuvent être fournis. L'expert dit « je veux ça, je veux ça ». Oui, mais nous, a-t-on intérêt à produire tous les éléments probatoires qui peuvent desservir nos intérêts? C'est la différence entre un expert judiciaire et une partie. Pas une procédure inquisitoire, hein. On n'est pas dans la discovery, hein. On ne met pas toute la vérité au milieu d'une pièce et Dieu reconnaîtra les siens. On amène un contentieux là où on voudrait qu'il soit. Aux autres d'enquêter aussi, hein. Bon, et là l'architecte a un rôle fondamental, c'est que c'est souvent lui qui a un regard le plus aiguisé pour avoir une vision un peu universelle, on va dire. Hein. Les ingénieurs, c'est bien, mais les ingénieurs sont toujours spécialisés. Alors qu'un archi, c'est justement, il a une dimension globale. C'est ça sa force. Hein. Bon, néanmoins, sa force, tout aussi puissante qu'elle soit, elle est sous un prisme technique. C'est une spécialité, l'architecture, en soi. Or, il y a un risque juridique lié à chacune de ces pièces. Alors évidemment, un a la force, l'autre a aussi une force. Et évidemment, l'avocat doit faire le tri de ce qui arrive sur sa table. Et là vont naître des débats sans fin, c'est « oui, je vous enjoins de communiquer des trucs ». Et en vrai, ça me fait doucement rigoler, parce que ceux qui nous enjoignent de communiquer des trucs, c'est des mecs qui sont aussi co-signataires des mêmes documents. « Tu vas donner ton contrat ». J'ai signé avec toi. T'es pas censé l'avoir aussi Et ça, c'est un des jeux de la problématique de la construction, c'est que la construction, évidemment, comme ça dure très longtemps, la responsabilité, on rappelle, la responsabilité des Sénats, c'est 10 ans.
Et comme c'est 10 ans à compter de la réception, c'est donc peut-être 13 ans, 14 ans. Je vous parle même pas de Flamanville, où on a commencé en 2008 et qu'on n'est toujours pas réceptionné. Alors là, imaginez, quand on demandera, mais alors donne-moi les documents de la tranche 1 du bâtiment LPO pour savoir quelle résine a été posée sur le R-2 du bâtiment qui fait la collecte. C'était des documents qui ont 18 ans. Qui les a encore? On ne sait pas. Il n'y a pas que pour Notre-Dame, il n'y a pas du tout besoin d'attendre 1160 à aujourd'hui. Déjà 2012, c'est chaud patate. Donc, on est très étonnés. À l'ère du numérique, comme on est incapable de conserver les documents, c'est une blague. Donc, là-dessus, le contradictoire, c'est une science qui est simple. Ça doit passer par les avocats, pas seulement parce que c'est le respect du contradictoire, la formalisation d'un bordereau de communication de pièces et tutti quanti, c'est parce que c'est une garde-tri technique et juridique. Alors, ceci étant, il y a un deuxième aspect qui me semble fondamental, toujours sur cette partie procédurale. Il faut réfléchir immédiatement aux mises en cause. Alors pourquoi? Et pour deux raisons fondamentales. La première est juridique pure, la prescription. Le temps court, il court contre tout le monde. M. Nivose, très bientôt, nous répondra, les recours entre co-obligés, c'est combien? Ça vient, c'est sous peu, ça sera bientôt, mais on ne sait toujours pas si c'est 10 ans à compter de la réception ou 5 ans à compter de notre propre assignation. Vous comprenez que le résultat ne sera pas le même. Le Conseil d'État s'est réglé. Il a déjà décidé que c'était le point de départ, 5 ans à compter de la requête formulant une demande au fond ou par provision. Donc là, la question est tranchée. On a le temps. Je suis mis en cause, l'expertise naît, j'ai le temps de voir comment ça se décante, et puis une fois que c'est décanté, pouf, je peux y aller. Mais imaginons qu'on nous dise, c'est 10 ans à compter de la réception, que je suis mis en cause à 9 ans et 3/4. Ben, j'ai pas tellement de temps, en fait. Il me reste environ 2 mois et demi pour décider qui c'est qui viendra avec nous jouer en expertise. Donc on ne va pas se poser la question dans 8 ans. Ah, mince, c'est peut-être bien à cause du drainage alors. Ah ben, qui c'est qui avait le lot de drainage? Ça, c'est votre job. C'est-à-dire, on ne sait pas encore où ça va aller, parce que l'expertise, c'est la découverte. Mais on a déjà une petite idée. Alors moi, j'en ai parce que j'ai un peu l'habitude, mais vous, a fortiori, vous avez une petite idée d'où peut venir le sinistre. Et ça, on n'a pas le temps d'attendre. Parce que les recours doivent être formalisés. Mais qui va lancer l'alerte? C'est évidemment l'expert architecte qui est avec nous. Il va nous dire, voilà, sur ce truc-là, quand même, faudrait qu'on s'intéresse à cette question-là. Voilà. Parce que tu sais, j'ai déjà eu un dossier comme ça. En fait, les venues d'eau, ça pouvait venir de tel sujet. Peut-être qu'il faudrait quand même faire les mises en cause. Et ça coûte rien de mise en cause. Alors évidemment, quand le dossier est à 3 284 €, c'est un autre sujet. Mais dès que ça commence à coûter un peu plus d'argent, la mise en cause est fondamentale. Et puis, il y a un deuxième point qui est moins lié à du droit, mais quand même, c'est que l'expertise aujourd'hui, c'est la célérité. Les magistrats tombent à bras raccourcis sur les experts et disent « Oui, tu rendras ton rapport, et tu rendras ton rapport !» sans différence aucune, que le sujet soit complexe ou très simple. Non, tu rendras ton rapport. Et donc, évidemment, les mises en cause tardives sont de plus en plus complexes. Alors, en droit administratif, ils ont réglé le problème par le CJA. C'est qu'au bout d'un certain temps, très peu, c'est l'expert qui décide s'il met en cause ou pas. Alors, c'est des drôles de mise en cause, puisque c'est l'expert qui décide. Évidemment, en droit privé, on a encore le droit de choisir qui on met en cause. Ce qui est quand même fondamental, c'est le droit des parties de se défendre, surtout quand on décide en parallèle que le rapport, s'il n'est pas au contradictoire des parties, n'est pas opposable devant le juge judiciaire. Ce qui, quand même, là, pour le coup, est une double peine. Alors, ceci étant posé, c'est fondamental, le rôle de l'expert est essentiel à ce stade-là, dans un rapport de confiance avec son avocat. Deuxième aspect, je vais prendre qu'un exemple pour vous le formaliser, mais c'est que vous devez comprendre absolument ce concept, c'est presque la notion la plus importante de tout ce que je vais vous dire. Vous avez une idée de ce que les mots veulent dire. Vous avez une idée de ce que c'est un dommage. Vous avez une idée de ce que c'est une imputabilité. Vos idées sont fausses. C'est l'avocat qui sait exactement ce que veut dire imputabilité. Pourquoi il sait, lui? C'est tout le jeu de l'expertise. Le jeu de l'expertise, c'est que c'est une lente technique dans un contexte juridique.
Autrement dit, il va bien falloir qu'on s'entende sur le sens des mots pour convaincre à terme le juge qu'on a raison et pas l'autre. Combien d'approximations expertales sont uniquement liées au fait qu'on ne s'est pas du tout entendu entre le sens d'un mot sur le plan technique et le sens d'un mot sur le plan juridique. Et là, on a besoin de vous. Je prends un exemple de cet été. On a un énorme problème structurel sur un bâtiment en cours de chantier avec des fléchissements de balcons sensibles entre 3 et 8 cm avant réception. La TRC dit non. Ça gère en amiable. Ça gère 7 mois. 7 mois pendant lesquels les parties discutent, papotent, échangent. 7 mois de perdus. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment qu'elles savent ce qu'est une TRC. Parce que les experts pensent qu'ils savent seuls lire un contrat. Ben, pas de chance, ils n'ont pas bien lu le contrat. Ou plus exactement, ils ne l'ont même pas lu parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Et quand moi j'arrive en juin, je dis du coup, je voudrais bien le voir ce contrat TRC parce que j'aimerais bien savoir quelles sont les conditions d'application de cette police avant de pouvoir savoir si on va faire sans ou avec, et qu'on découvre que la police couvre les altérations. Alors là, je me retourne vers mon expert, je dis mais alors dites-moi, le béton, il est un peu ou pas altéré par le fléchissement ? Et oui, une espèce de petit phénomène de compression, là. Ça s'élargit un peu au-dessus, c'est le principe mécanique. Hein, ça descend, ça serre, et en haut, ça s'étire. C'est très bien. Et alors, le béton, il tient tout seul. Il dit non, il y a des aciers. Je dis très bien. Alors, les aciers, jusqu'à quand ça tient bien avant d'être plastifié ? Jusqu'à quand ça va devenir tellement irréversible que sa capacité de portance est altérée définitivement ? Ces questions-là, c'est du droit et de la technique. Et on a besoin des deux compétences. Et moi, c'est les questions que je pose à mon expert tout de suite. Je dis, altéré, je vois bien. Techniquement, tu peux me le dire, là, maintenant, bien propre. Parce que je vais devoir aller exploser la TRC et j'ai besoin de toi. Et maintenant, ils ont ouvert la garantie. Ah, c'est étonnant, ça. Dernier concept, j'insiste pas trop parce que Michel va beaucoup vous en parler, il a raison. Le rôle des experts fondamentaux aujourd'hui, c'est d'être capable d'analyser les mécanismes de reprise. Et les mécanismes de reprise, ce n'est plus seulement, et même plus du tout, la réparation intégrale, la reprise exactement dans les conditions telles que c'était à l'origine. Aujourd'hui, c'est le principe de proportionnalité. Il faut trouver les justes travaux au juste coût pour permettre la reprise de l'efficience de la destination de cet ouvrage-là. Et ce travail-là ne peut pas être fait par un juge seul, ne peut pas être fait par un avocat seul. Il peut être fait par un avocat très bien aidé par un expert. Quelles sont les solutions techniques ? Comment peut-on arriver sans perte d'utilisation à une situation, si ce n'est identique, parce que c'est absurde, ça va conduire à la démolition totale de l'ouvrage, mais à quelque chose qui est opérant, qui fonctionne, qui ne porte pas atteinte à la destination, mais surtout qui est d'un coût équilibré. Pourquoi ? Parce que tout le monde le veut, la jurisprudence le veut, l'économie l'impose, et la nature l'exige. Ce n'est pas un problème de pognon. C'est pourquoi détruire des choses qui fonctionnent pour aller encore taper la mère nature pour qu'elle nous redonne du bois, qu'elle nous redonne des murs, qu'elle nous redonne du béton, qu'elle nous redonne du sable. Je suis désolé, mais on a une mesure d'économie à faire nous-mêmes. Pas économie au sens financier, économie au sens planétaire. Moi, j'ai une énorme expertise à Monaco où on a démoli tout le second œuvre pour rien. 4 immeubles. On voit les fenêtres défoncées à coups de pelleteuse. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? C'est pas un problème de droit, c'est un problème de bon sens. Donc ça, vous devez être attentif. Et si vous ne le faites pas, la mère nature
vous le rappellera. Ceci étant, et la houle soufflant à travers ces ouvrants assez peu étanches, toujours dans ces approches techniques, je voulais vous faire une toute petite observation sur le temps du procès. L'expert ne doit pas arrêter de travailler alors que le rapport est rendu. Les magistrats sont comme nous aujourd'hui, ils ont besoin de comprendre. Les choses sont très techniques, elles sont très délicates, et ils veulent comprendre et ils sont tenus de le faire vite, parce que c'est comme ça. Alors, quand on écrit aujourd'hui des conclusions, on ne les écrit plus du tout comme on les faisait avant, et on doit essayer de révéler au mieux pour qu'ils puissent le plus vite possible se saisir du problème et trancher dans un délai raisonnable. C'est ça, l'exigence de la justice moderne. Et pour faire ça, les conclusions ne peuvent plus se cantonner à renvoyer à des notes techniques trop complexes, ne peuvent plus se cantonner à viser des rapports de 412 pages, dont 319 sont parfaitement inutiles à la compréhension de ce que le magistrat va devoir trancher. Et ce travail de démonstration juridique passe aujourd'hui par l'intégration d'éléments techniques, de schémas, de photos, de résumés, peut-être simplifié ou pédagogique pour bien comprendre de quoi on est en train de parler. Et ce travail-là, le magistrat l'attend. Et l'avocat ne peut pas l'écrire seul. Et donc, les experts ont un rôle aussi dans le stade de la rédaction des conclusions. Le rôle de peut-être simplifier, peut-être rebondir sur le rapport qui, une fois présenté et scellant une forme de vérité désormais révélée, il faut réexpliquer, peut-être sous un prisme renouvelé. Et ça, c'est le job de notre travail en commun. Alors ça, c'est l'approche technique, et j'espère que vous en êtes déjà convaincus. Il appartient aux experts et aux avocats de travailler de concert pour permettre la meilleure solution des litiges pour nous, c'est-à-dire pour la partie qu'on défend avec force. Parce que si on la défend, c'est pour quelle raison ? C'est pour éviter qu'on se retrouve, comme trop souvent, avec des jugements de Salomon à la noix. Oui, il y a anarchie, il y avait une mission complète, c'est bien qu'il doit avoir un bout à lui quand même. On va lui mettre 10 points. Oui, ça va, c'est pas trop mal, on s'en sort pas trop mal. J'ai quoi ? Mais il n'y a pas une mission en rapport avec le dommage. D'où on s'en sort très bien. On s'en sort pas du tout, quoi. C'est un scandale. On passe au temps sociologique, vous l'avez compris, on s'éloigne de la technique. Sur la sociologie, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que bien évidemment, on a besoin de vous, et c'est pour ça qu'on devrait être en équipe le plus tôt possible pour bien choisir nos experts judiciaires. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, bien choisir son expert ? C'est pas nous qui choisissons. Mais si, parce qu'il y a toujours le même débat. Alors, pas devant le juge administratif qui décide tout dans son coin, il ne consulte pas. Mais en juge judiciaire, on va devant le juge. Et le juge nous dit, alors vous avez des idées ? Alors là, on a un débat sans fin, chouchou, sur le principe de Néandertal, que lui a fait une crasse dans un dos, non. Si on l'appelle avant pour savoir s'il est dispo, parce qu'on sait que s'il est désigné, alors le mec va dire, non, il l'a appelé ! C'est donc une atteinte à l'impartialité. C'est complètement con. Alors, on vient de la voir, ça. On cherchait des géomètres, on était vers Clermont-Ferrand, il y en a 4 et demi, peut-être 5. Le premier qui désigne, c'est un mec qui est dans l'affaire. Donc là, je me dis qu'on a un petit problème. Donc là, du coup, on fait un peu le tour de ceux qui restent pour savoir qui voudrait bien prendre le dos, pour gagner un peu de temps. On s'en fout, nous, n'importe, un mec qui fait des mesures, quoi. Et là, le demandeur dit, non, on ne peut plus les désigner, vous avez téléphoné. C'est super, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a été en prendre un lion. C'est complètement con quand même, il y a un moment. L'impartialité, c'est la base de l'expert sait qu'il est impartial, puisque sinon il doit dire qu'il est tenu par les parties, qu'il ne va pas, donc il doit se déporter. C'est une déclaration même officielle dans le cadre du CJA. Alors évidemment, on a besoin de vous. Pourquoi ? Parce que dire, t'en connais des biens, un mec qui va faire avancer le truc, qui est dispo, un peu réactif, et ça, vous les connaissez bien, les experts. Alors nous, on les connaît un peu, mais vous les connaissez encore mieux. Alors, du coup, il faut quoi ? Il faut que l'équipe soit faite le plus tôt possible. Voilà. L'équipe avocat et expert, elle doit se réaliser le plus vite possible. Parce que c'est ça qui va permettre déjà de dire la mission, elle n'est pas terrible, il faudrait peut-être proposer une petite modif, parce que là, je vais avoir besoin de ce truc-là. Donc si on le fait avant le référé, c'est mieux.
Et vous allez dire, ah ben surtout pas lui, il est fou. Il rend des rapports, on ne comprend rien. Le magistrat, après, il lance une pièce, il dit, tiens, bon, lui. Bon, on a tous lu des comme ça, hein, des rapports où en français c'est limite, mais alors en technique, moi je peux être un G-structure si c'est ça, hein. Ça va le faire. Il reste 10 minutes, mais je suis dedans. Alors, ce rapport-là est fondamental. Et ce rapport-là, il amène 2 autres rapports aussi essentiels. C'est qu'une fois que cette équipe est mise en place, il va avoir un rôle qui vous incombe et qui est fondamental, c'est le rôle dans l'expertise. Dans l'expertise, il y a comme plusieurs champs de rapport. Il y a le champ de rapport autoritaire, institutionnel, l'avocat qui parle, etc. Et puis il y a tout le champ du reste. La confiance qu'un expert judiciaire peut attribuer à vos écrits techniques. C'est pour ça que pondre des notes techniques qui ne veulent rien dire n'a aucun sens. D'abord parce que si vous avez un expert qui a un tout petit peu de jugeote, il va vous dire bah, « t'es mignon, chouchou », mais ça n'a aucun sens technique ce que tu me racontes. Mais c'est surtout que la crédibilité au long terme s'érode, et quand elle s'érode, alors on n'est plus jamais entendu. Donc si un truc, on ne peut pas lutter, ben on ne lutte pas. Par contre, s'il y a un truc sur lequel on peut agir, alors on va le faire valoir. Alors on va mettre le paquet. Alors on va y aller. Et ce rapport-là, c'est un rapport d'autorité nécessaire, de confiance légitime sur le plan technique entre l'expert judiciaire et les experts des parties. Et c'est de ce rapport de confiance que va naître le résultat d'une expertise satisfaisante. Une expertise n'est pas satisfaisante ou insatisfaisante parce qu'on a 12, 20, 0 ou hors de cause. C'est inutile. Elle est satisfaisante parce qu'on est tous d'accord sur la solution technique qui a été retenue et la cause qui a été identifiée. Et trop souvent, on est quand même très éloigné de cette situation. Donc il y a un rapport nécessaire de confiance légitime entre l'expert et l'expert de partie. Ce rapport peut naître de l'existence d'une école commune. Et c'est fort dommageable. Il devrait toujours naître d'un échange utile autour du dossier. Et ça, on est acteur de ça. Certes, il y a les experts judes, c'est vrai, mais nous, on est acteurs de notre propre confiance, de la confiance que les autres vont nous donner. Et ça, j'insiste dessus, parce que je pense qu'on peut tous faire mieux, en essayant de ne pas faire des choses idiotes, en ne défendant pas l'indéfendable, en allant vers des solutions pragmatiques, opérantes et justifiées. Alors, le deuxième rapport, c'est le rapport entre moi et vous. Voilà. Et ce rapport, il est fondamental, en fait. Vous ne devez pas, il est impossible, il n'est plus légitime de ce que vous travaillez dans votre coin et qu'on travaille devant le nôtre. On doit, en amont des expertises, préparer l'expertise. On a une analyse juridique, on sait les risques qui sont effectifs dans ce dossier, qu'il s'agisse sur le plan de la responsabilité, qu'il s'agisse sur le plan des garanties assurantielles. Et cette technique, c'est la nôtre. En parallèle de ça, vous avez votre analyse technique et cette analyse technique doit être confrontée aux risques que l'on va devoir porter ensemble le jour de l'expertise. Ça appelle une stratégie de préparation. Et ça doit être fait avant la réunion. Parce qu'en cours de réunion, c'est trop tard. Alors ça appelle de vous un effort colossal. C'est que votre métier, c'est d'être par mons et par vous, tout le temps. Mais si on ne le fait pas, on ne défend rien, on invente. Et une expertise, ce n'est pas le jour où on décide comment et quoi, c'est le jour où on met en partition la musique. Ça, c'est le job des avocats de faire mieux parce qu'on ne vous associe pas assez, parce qu'on est en retard, parce qu'on vous transmet trop tard les pièces, parce que tout plein de trucs. Mais c'est votre job aussi d'activer les avocats pour se voir et échanger sur les dossiers en amont. Parce que ça permet de faire tellement de choses beaucoup plus intéressantes. Après, se créer des affinités, et après, on revient à la question numéro 1. On dit, tiens, il est par là, lui. On va le désigner tout de suite, parce que comme ça, on va être bon. On va faire notre petit duo, là, ça va bien fonctionner. Et ça, c'est l'avenir. Voilà. C'est un avenir utile. Évidemment, il faut faire la même chose pour la rédaction des dires. Un dire, c'est pas chouchou fait sa note technique dans son coin,
Ça m'est encore arrivé l'année dernière. Mon expert qui pond des notes techniques trop tard, tel point que moi, j'ai dû les faire sans lui. C'est moi qui ai dépatouillé toutes les pièces des autres, qui ai fait des tableaux, des stats, parce qu'il est en retard. Alors il est en retard parce qu'il a sa vie, mais moi j'ai ma vie aussi, quoi, je veux dire. Il est en retard. Il est tellement en retard que quand il me donne les documents, il a fait des trucs qui ne me servent à rien. Des trucs qui sont sans rapport avec la stratégie de mon dossier. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Tu as 3 semaines de retard et ça ne sert à rien. Parce que si tu avais mieux lu mon dire de septembre que je t'ai expliqué, j'ai dit que tout ce qui avait été fait par tel machin avec des sondes neutroniques pour savoir s'il y avait de la flotte, c'était de la fiotte, on ne pouvait pas s'en servir. Je ne peux pas, en janvier de l'année d'après, dire voilà ce qu'on peut tirer des analyses de bidule. C'est incohérent. J'ai demandé à l'expert de mettre un trait dessus et de faire comme si ça n'existait pas. Quel temps perdu, quelle énergie à compulser des documents sans intérêt, puisque je l'ai déjà dit. Et moi, j'ai le principe de l'estopelle. Je ne peux pas dire « Ah, ça ne sert à rien !» Et puis 6 mois après, « Oui, alors d'ailleurs, ça ne sert à rien, mais c'est quand même vachement instructif. » Là, c'est mon problème. J'ai essayé, hein. Je lui ai dit en décembre, avant les fêtes, il faut qu'on trouve un créneau, il faut qu'on se voit, parce qu'il faut que je t'explique ce que je veux dire dans mon dire. Et il est parti, je ne sais pas où, et gna gna, il a des expertises et tout ça. Et après, du coup, comme il est en retard, il ne me parle pas, parce qu'il a honte. Il ne me téléphone pas, il fait des notes qui ne servent à rien, que Michel va payer peut-être. C'est pas Michel, hein, mais c'est pas cohérent. Donc c'est d'abord une histoire de personne. Et dans le peu de temps qui me reste, 4 minutes exactement, c'est surtout ce que je viens de dire que je veux rebondir pour avoir une forme de logique matérielle. Après la technique, après les rapports sociologiques, dont vous avez compris qu'ils sont fondamentaux, il y a une approche tout bonnement matérielle. Il faut être économe des moyens de ceux qui nous payent. Et savoir quand il est utile que l'avocat y aille, quand il est utile que l'expert y aille, et quand il est utile que les deux y aillent. On économise notre temps, on économise la planète, parce qu'évidemment, si on part de Paris et qu'on va faire une expertise qui ne sert vraiment à rien à Saint-Raphaël, il y a un moment, what for, quoi. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on soit parfaitement tuilé. Et l'économie, elle naît du fait que le DOS, vous l'avez en main comme moi, qu'on a déjà échangé 12 fois dessus. Donc, tu sais les arguments juridiques qui me posent problème. Moi, je sais quels sont tes problèmes techniques. Donc, l'un, s'il n'est pas là, l'autre veille au grain. Et là, c'est le team gagnant. Et même quand on est deux, à ce moment-là, l'autre, il va traîner vers l'expert et essayer de dring. L'autre, il gère les avocats. Et tout ça dans une ambiance utile et cohérente. C'est un facteur d'économie. Deuxième information est fondamentale, il faut qu'on gère nos temps respectifs. Le temps des avocats, ce n'est pas le temps des experts. On fait le même métier, on va aux mêmes endroits et pourtant, on n'a pas les mêmes problèmes. Non, on n'a pas les mêmes problèmes parce que nous, c'est beaucoup moins le quotidien chez mon expertise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce qu'on est tenu par des délais qui nous tombent systématiquement dessus sans qu'on puisse les prévoir jamais. Nous, notre temps, il est tout sinusoïdal, explosé. On a les mêmes urgences, on a trop de choses à faire, on n'a pas assez de temps, mais on n'a pas la même temporalité. Ça, je vous connais assez pour savoir que ce n'est pas absolument vrai. Alors, il faut préserver le temps des autres. Et préserver le temps des autres, c'est définir des calendriers communs, né variéture, transmettre réciproquement les éléments d'information qui nous permettent de travailler. Nous, on ne doit pas attendre 6 semaines pour vous donner des pièces dont vous avez besoin pour faire votre analyse technique. C'est impossible. Pourtant, ça vous arrive tous les jours, je suis sûr. Et j'en viens à mon dernier propos. Et donc, il est impensable qu'en 2019, il n'existe pas entre les experts et les avocats des plateformes collaboratives dans lesquelles l'ensemble des éléments sitôt acquis par l'un est visible par l'autre. Je ne parle pas de la plateforme avec les experts judiciaires. Je ne parle pas de notre plateforme avec les magistrats, télérecours, RPVA. Je parle de notre échange, notre link à nous, qui nous permet d'être sûr qu'on a le même niveau d'information. Alors, je vous invite à le faire. Il y a plein de systèmes très simples. Il n'y a pas besoin de grandes ingénieries. Nous, on le fait au cabinet, on ouvre
voilà, on ne met pas tout, parce qu'il y a des trucs qui sont secrets, les correspondances de mes confrères qui vous insultent, bon, je ne peux pas vous les donner, c'est privé. Mais tout le reste, au moins vous savez à quel rythme on va. Et c'est pareil dans l'autre sens. Tout ce que vous recevez, les documents que vous avez récupérés du client parce que vous l'avez vu, etc., vous pouvez me le remonter. Et du coup, à un moment, on va se dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse une réunion parce que c'est intéressant tout ça, il faut qu'on en discute. Donc, c'est ce lieu d'échange numérique qui permet de faire des échanges concrets extrêmement intéressants. Alors, au terme de cet exposé, et j'aurais débordé un tout petit peu, dans 4 secondes. L'ensemble du propos est très simple. C'est experts et avocats, experts de parties, ont exactement le même objectif, très souvent le même client, et pourtant, ils ne se parlent pas du tout, ou pas assez. Alors, la petite démonstration a duré 35 minutes, mais elle est simple. Si on veut que les dossiers s'améliorent, alors il faut échanger, il faut qu'on se connaisse en fait. Moi, les experts avec qui je travaille dans des dossiers, après je les connais, quoi. Et la fois où il y aura un dossier qui ressemble à leurs compétences et à leur choix ou leurs désirs, je vais aller les chercher. M. Viré le disait tout à l'heure, avec beaucoup d'intelligence. Chacun a sa petite marotte, son petit machin où il excelle, où il va être disruptif, où il va amener le truc qui va changer la donne. Et ça, il faut qu'on puisse l'identifier nous, et que vous puissiez nous identifier aussi, parce que des fois, c'est dans l'autre sens. Je dis, tiens, sur ce truc-là, je pense que le machin, il est bon, on va bien y arriver ensemble. Et c'est ce vivre ensemble qui est nécessaire. Il est nécessaire pour nous, et c'est le dernier point, il est nécessaire pour les magistrats et les experts judiciaires, parce que c'est parce qu'on est capable de travailler avec intelligence qu'eux sont capables de rendre des rapports de qualité, et les magistrats de rendre des décisions de qualité aussi. Donc on est au tout début de la chaîne, et cette chaîne-là, c'est une chaîne importante, puisqu'au terme, il y aura une décision de justice qui aura la présomption irréfragable d'être une vérité. Et cette vérité, on en est tous des contributeurs. Donc c'est à nous d'agir de concert. Je vous remercie.